On est parti. Go. Renaud, bienvenue au Startup Lab. Merci. Merci beaucoup de venir nous voir et partager ton parcours avec les étudiants. Je vais attaquer directement par les questions et l'idée c'est que ce soit un petit échange et à la fin j'éteindrai la caméra et comme d'habitude les étudiants pourront te poser des questions hors caméra. Question difficile, Kylian. Exactement. Et donc ma première question elle est super facile, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours depuis les bancs de l'école d'ingénieur? Alors j'ai fait Centrale Lyon, j'ai fait ma prépa à Lyon, j'ai intégré Centrale Lyon en deuxième année de prépa. J'ai fait ma dernière année d'école d'ingénieur aux US. J'avais décidé dès le début de rentrer dans Centrale que je voudrais aller aux US, donc j'ai fait en sorte de pouvoir déjà suffisamment parler l'anglais pour être accepté et aussi trouver l'université avec laquelle on avait des accords qui pourraient m'accepter et dans quel programme. Donc j'ai été en génie civil, en Geotechnical Engineering à Cornell, qui est dans l'État de New York. En Master of Engineering, donc très appliqué, ça dure 1 an, 9 mois. Donc à la fin de cette année-là à Cornell, j'ai eu mes 2 diplômes, Centrale Lyon et Cornell, ce qui était assez chouette, je pense. Je ne sais pas si ça existe toujours. Là, après, j'ai fait mon service militaire, donc j'étais à l'ambassade de France à Madrid, en Espagne, au service scientifique, où j'ai passé 1 an et demi. Et ma femme, que j'avais rencontrée à Cornell, était de San Francisco. Donc on a décidé de déménager là-bas. Moi, en tant qu'ingénieur en génie civil, rien à voir avec la tech. Enfin, c'est de l'autre tech, mais pas du software. Et donc j'ai commencé à travailler là-bas en génie environnemental pour une boîte qui nettoyait des sites pollués local en 96. Donc une petite boîte de 200 personnes. Je travaillais sur des sites, plusieurs sites qui avaient différents types de pollution. Un pour Rhône-Poulenc, qui était un gros pollueur, enfin qui a racheté un site très pollué à East Palo Alto et j'ai passé au moins 2 ans sur le site à faire des gros travaux. Après ça, je suis passé plus sur la partie bureau, donc création de rapports, création de dessin 3D, AutoCAD, donc je suis repassé un peu du côté informatique. Je savais que l'informatique me plaisait, mais pas suffisamment pour travailler en tant que software engineer dans l'ancien monde du software avec des CD, des updates tous les 6 mois. Ça m'avait jamais dit. Sachant qu'à l'époque, on est encore avant l'éclatement de la première bulle Internet, on est au moment où tout le monde commence à parler d'Internet. Je pense que quand j'étais à Centrale, on avait l'email et FTP. Site web, il y en avait des intranets comme ça, mais c'était très basique. 96, je pense, c'est comme là où commence à se développer le business du web. Que j'ai suivi de très près en étant à San Francisco, au plein cœur de tout ce qui se passait autour des startups qui levaient des milliards et qui faisaient leur IPO en 2 mois. Donc j'ai suivi ça un peu de loin en faisant mon job d'ingénieur en génie civil pendant quelques années. Et puis je me suis formé en même temps parce que je trouvais le web assez fascinant. Tu pouvais écrire quelques lignes de code et les mettre. Moi j'aime bien me bâtir, je pense, c'est ma motivation principale dans ma vie. C'est pour ça que j'étais en génie civil, parce que je voulais construire des choses physiques. Et puis après, j'ai vu que cette chose virtuelle que toi, tu pouvais créer pas tout seul, en fait. Et en quelques clics, pouvait être accessible à n'importe qui dans le monde. Je trouvais ça assez puissant quand même comme concept. Donc j'ai créé des petits sites web. Mon père était photographe de nature. J'ai fait un site référenciant tous les photographes de nature du monde, où ils pouvaient uploader leurs photos, des trucs comme ça. Et j'ai appliqué ça aussi dans mon entreprise de génie civil. Il n'y avait pas d'interface web pour le logiciel de comptabilité qu'on utilisait tous les jours pour entrer nos timesheets et faire des invoices à nos clients. Donc j'ai créé une interface web au-dessus du logiciel de compta qui m'a forcé à comprendre tous les modèles de data qu'ils avaient dans leur base de données, l'infrastructure pour créer une interface web qui se connecte avec une base de données, créer des rapports visuellement interactifs où tu as toute l'information dont tu as besoin, dont l'information dont j'avais besoin. Je l'ai écrit principalement pour moi-même, parce que je suivais quelques projets assez complexes, donc j'avais besoin de tout ça pour voir où on en était. Donc ça, j'ai fait jusqu'à l'an 2000, puis en 2000, je me suis dit, bon. En fait, j'ai eu accès à la base de données où il y avait des salaires de tout le monde. Et j'ai vu combien gagnaient les patrons de la boîte, et je me suis dit, dans 20 ans,
il n'y a que ça à quoi je peux aspirer. Tu te rappelles du montant? Je ne vais pas le dire, mais disons que c'était 2 fois moins que ce que gagne un codeur moyen à San Francisco. Ce qui est normal, c'est une industrie différente, avec des règles différentes, une manière de valoriser l'activité qui est très différente. Donc je me suis dit, je vais voir ce qui se passe dans le monde du web. J'ai mis mon CV sur Craigslist, qui est un site de petites annonces américain. J'ai eu un entretien avec une boîte qui faisait un site de photo sharing. Donc tu pouvais télécharger tes photos, c'était au tout début de la photographie digitale. La photo, ça a toujours été ma passion, donc c'était parfait. Je faisais la programmation web et dans le monde de la photographie. J'ai passé 2-3 entretiens avec eux et puis j'ai pris le job tout de suite. J'ai eu 50% d'augmentation par rapport à ce que j'ai gagné avant en étant un développeur débutant là-bas. C'était super fun, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 an. On était une trentaine quand je suis arrivé. On a levé 50 millions avec Kleiner Perkins. Et 1 an plus tard, 6 mois plus tard, on était 120, on avait déménagé 3 fois, on était dans les grands bureaux, super. Et 6 mois après, on était plus que 10 et on avait tout dépensé. Donc c'était une expérience très intéressante sur comment... Et chaque mois, on allait faire notre IPO. Même si on gagnait, je pense, 50 000 $ par mois au grand maximum. Donc j'ai vu un peu cette démesure de la valorisation des boîtes par rapport à leur valeur réelle et comment finalement on peut arriver à mal manager une boîte qui est assez conséquente finalement en prenant les mauvais choix. L'infrastructure coûtait très cher à l'époque, on achetait des machines IMC à $1 million la pièce, le stockage, il n'y avait pas S3, il n'y avait pas ces trucs-là qui sont super pas chers. Donc on a dépensé beaucoup en infra, en marketing, c'était tout sur les eyeballs. On en avait beaucoup, mais on n'avait pas beaucoup de revenus. Sony, on faisait le site de Sony de photo sharing. Donc, quand on a déposé le bilan, Sony a pris une partie de l'équipe, ils ont racheté le code. Et moi, je suis resté en tant que consultant pour eux pendant quelques années après ça. Donc, je faisais moitié photo, je voulais être photographe à l'époque, je voulais essayer en tout cas, moitié faire du développement pour Sony. Jusqu'à fin 2005, c'est là où j'ai rencontré les cofondateurs d'Eventbrite. On s'est rencontrés grâce à un ami avec qui je travaillais justement dans cette boîte de photo sharing, qui travaillait pour la boîte que mon cofondateur avait fondée avant Eventbrite, qui m'a mis en relation avec Kevin et Julia, qui sont un couple, mes cofondateurs. Et puis fin 2005, lui sortait de sa boîte précédente, il avait déjà eu l'idée de créer une plateforme sur l'événementiel, assez simple, aussi simple que possible, qui n'existait pas à l'époque. Et donc il cherchait un cofondateur technique, et c'est là où je les ai rejoints. Alors pour ceux qui habitent sur notre planète et qui ne connaissent pas Eventbrite, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots à quoi ça sert et c'était quoi l'idée initiale en 2005 de créer une plateforme comme celle-là? En fait, l'idée n'a pas vraiment changé, c'était de démocratiser la billetterie. Démocratiser, c'est un gros mot, mais c'était vraiment notre but, que faire en sorte que n'importe qui puisse créer un événement aussi facilement que ce soit possible. C'est ce qu'on a fait au début, on avait quelques formes qu'il fallait remplir pour créer des billets. Je pense que l'idée la plus brillante, c'était d'utiliser l'API de PayPal pour créer un compte, pas pour créer un compte, mais pour envoyer la vente des billets directement sur le compte PayPal de l'organisateur. C'était super simple, il fallait juste avoir l'adresse email de l'organisateur pour pouvoir lui envoyer l'argent. Sachant qu'organiser un événement, ça coûte pas mal d'argent avant que tu reçoives la vente des billets. Quand tu dois booker la salle, les artistes, la publicité, enfin il y a tellement d'activités autour de la promotion d'un événement qu'avoir l'argent directement sur ton compte pour la billetterie, c'était game changing pour l'industrie. Même si c'était très rudimentaire, on a eu des échos très favorables très rapidement, puisqu'il n'y avait pas de solution déjà. Et puis on leur donnait accès à quelque chose qui, avant, il fallait qu'ils attendent 2 semaines après leur événement pour payer. Et ça, c'était les gros événements en plus. Pour les petits événements, il n'y avait rien, et il fallait qu'ils déboursent l'argent d'eux-mêmes. Donc c'était ça l'idée de base, donc créer une plateforme self-service, que n'importe qui peut s'inscrire, et en 5 minutes, ils peuvent toucher de l'argent directement des ventes de billets.
Aujourd'hui, c'est la même chose, sauf qu'on a PayPal, ça reste toujours une option, mais c'est moins de 10% de notre volume. Donc on a développé notre propre solution de paiement. Bien sûr, le produit est beaucoup plus complexe avec la capacité de gérer des gros événements, mais on est toujours self-service, les gens peuvent s'inscrire tout seuls. Donc il y a quelques principes de base qu'on a gardés et qui sont super importants et qu'on donne à tous nos gestionnaires de produits, par exemple. Il faut garder ça en tête, que ce sont nos principes de base. On ne veut pas devenir une solution trop complexe avec où il faut une formation pour savoir comment l'utiliser. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les premiers mois, les premières années avec Eventbrite? C'était quoi les premiers challenges dans la conception de l'application, dans l'acquisition des premiers utilisateurs, des premiers clients, les levées de fonds si vous en avez fait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premiers challenges? Je pense qu'au début c'est assez simple, parce il y avait tellement de choses à construire qu'il fallait juste avoir une roadmap appropriée, et puis on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, donc on pouvait se permettre d'avoir des problèmes par-ci par-là. Il n'y avait pas d'autre solution en plus, donc c'est pas comme s'ils pouvaient aller ailleurs. On a bénéficié du fait qu'on était à San Francisco, qu'il y avait beaucoup d'événements tech qui s'organisaient, où il n'y avait pas de solution technologique pour les aider. Donc on a fait des accords avec TechCrunch, des publications comme ça, qui avaient des événements assez gros finalement. TechCrunch Disrupt par exemple, c'était un de nos plus gros événements au début. Et puis de fil en aiguille, on a quand même un coefficient de viralité assez fort, parce que 1000 personnes qui achètent son billet sur Eventbrite devient potentiellement un organisateur d'événements eux-mêmes. On avait un peu cette viral loop innée dans le modèle qui nous a beaucoup aidé au début. Donc après, si tu organises un autre événement, tu sauras que Eventbrite existe et ça sera une option que tu peux utiliser. Donc au début, c'est comme ça qu'on a fait. On avait un peu de SEO, on n'avait pas du tout de marketing, et c'était purement la viralité du produit qui a fait en sorte qu'on s'est d'abord développé dans la tech à San Francisco, après dans la tech à New York, après dans d'autres domaines à San Francisco, puis après comme ça, on a un peu répliqué ça un peu partout. On était très vite utilisé internationalement, ce qui nous a surpris le plus, je pense. Au bout de 2 ans, je pense qu'on avait des inscriptions dans 150 pays. C'était gratuit, à part avec les frais PayPal à payer. Donc il y avait très peu de barrières à l'adoption, et on a vu que finalement ça résonnait bien partout dans le monde. Et donc ça répondait à un besoin très concret que les gens avaient. Ça c'est pour la partie croissance du produit. Et après, bon, les gens avaient des besoins plus complexes que ce qu'on offrait, donc ils nous donnaient beaucoup de feedback sur ce qu'ils aimeraient qu'on fasse, comment est-ce qu'ils aimeraient interagir avec différentes parties. On a collecté toutes ces informations, on a créé notre product roadmap. On n'en avait pas vraiment d'officiel, mais au moins du backlog dans notre système de gestion des tickets, pour voir un peu où se focaliser selon l'évolution du produit et des demandes des utilisateurs, sachant qu'on est parti avec des très petits organisateurs d'événements, et petit à petit on a été de plus en plus vers les gros. Je pense qu'une des surprises principales au début, c'était de voir des gros événements qui viennent chez nous, alors qu'ils ne nous ont même pas contactés, et puis tout d'un coup, on a des événements de 100 000 personnes qui se passent sur la plateforme. Donc c'est là où les problèmes de scalabilité tech sont apparus assez flagrants, assez rapidement quand on a des événements comme ça, où tu vois que la page que tu as configurée pour 1000 personnes, 100 000, tu ne peux plus la loader. Il y a quelques événements comme ça qui nous ont causé, le site complètement planté. Mais on a senti qu'il y avait un besoin réel et que la scalabilité serait importante, donc on a commencé à investir dans comment est-ce qu'on crée des systèmes redondants qui peuvent évoluer avec la charge, parce qu'on savait bien qu'on ne serait pas averti qu'il y aurait des événements comme ça. Ils se passeraient naturellement, ce qui est très bien pour la plateforme, mais très très dur à gérer du point de vue tech, surtout quand tu as des ressources limitées. Sachant qu'à l'époque, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y avait pas encore de solution cloud de type AWS. Non. Donc vous étiez obligé de dimensionner pour le max, et derrière, sans vraiment savoir à quel moment les serveurs allaient être, à quel pourcentage de leur capacité. Surtout bien se focaliser sur l'optimisation de tout ce qu'on écrivait, des tables, des index dans la base de données, et une grosse partie de recherche de performance avec ce qu'on avait comme disponible comme infrastructure, avant de pouvoir réfléchir à comment on scale avec du autoscale, qui est arrivé, mais un peu plus tard. Je pense qu'on a
fait la transition à AWS en 2009, quand même assez tôt dans l'évolution de AWS, mais on sentait que c'était quelque chose qui était vraiment nécessaire pour nous, pour avoir cette capacité à approvisionner du hardware très très rapidement. Alors j'ai encore 2 questions sur les débuts. La première sur le product market fit. Les étudiants qui sont en face de nous sont à peu près à ce moment-là, donc ils sont en train de développer des prototypes, ils veulent les tester. À quel moment, combien de temps ça a pris plutôt entre la première version que vous avez commencé à imaginer et à développer et les premiers utilisateurs? Est-ce que vous avez pris 6 mois, 1 an pour développer un premier produit et le mettre en face des utilisateurs, ou est-ce que ça a été un petit peu plus rapide que ça? En fait, mon cofondateur avait fait créer un prototype qui marchait déjà depuis 3-4 ans avant. Donc il avait lancé en même temps qu'il a lancé son autre boîte. Donc en fait, c'était le même code qui avait généré les deux. Donc oui, il tournait depuis 3 ans en mode maintenance avec personne qui s'en occupait. Donc on avait, je ne sais plus, 500 utilisateurs. Donc le product market fit, on sentait qu'il était là et c'est ce qui lui a peut-être fait deviner que ça serait une bonne chose de s'occuper de ce site après sa précédente boîte. Parce qu'il y avait quand même de la demande, alors qu'on ne s'en occupait pas, on ne répondait pas aux emails, mais les gens continuaient à l'utiliser. Donc là, à partir de ce moment-là et au moment où j'ai rejoint l'équipe, là on a vraiment approché le market fit comme quelque chose d'important. Donc on a recontacté tous ces utilisateurs pour savoir pourquoi ils continuaient à l'utiliser, de quels besoins ils voulaient voir s'ajouter à la plateforme. Donc je dirais qu'on l'avait déjà même quand on a commencé le market fit. Okay. C'est sûr qu'il y avait un besoin, il n'y avait pas d'autre solution. Donc ils étaient prêts à utiliser un produit très rudimentaire qui répondait à leurs besoins et ça a été une grosse force, je pense, d'arriver à ce moment-là dans l'état où était l'industrie et d'être le first mover. Et l'autre question, c'est plus personnellement d'un point de vue technique. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas de formation d'ingénieur en informatique. Néanmoins, il y a eu des problématiques très rapides d'optimisation de code, d'optimisation de base de données. Comment, en tant que CTO, tu as pu gérer ces problématiques-là? Où est-ce que tu allais chercher la compétence? Est-ce que tu t'es auto-formé? Est-ce que c'était ton équipe qui s'en occupait? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Beaucoup de recherches sur Internet sur certains problèmes, ou comment faire ceci, cela. Bon, aujourd'hui, il y a tellement de ressources que c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Après, on avait quelques gens dans notre réseau, notamment la personne qui m'a introduit à Kevin et Julia, qui était un peu notre directeur operations, pas officiel, il n'était pas payé par nous, mais il était très impliqué, il nous aidait quand on avait des problèmes de scalabilité, d'infra plutôt, parce que c'était son domaine. Kevin avait pas mal de réseaux aussi, donc on a pu avoir accès à des gens assez bien pour résoudre certains problèmes particuliers, notamment en base de données. On a fait appel à des consultants pour certains trucs, comment dimensionner, configurer ces bases de données pour qu'elles soient aussi performantes que possible. Après, on n'a pas non plus eu des problèmes de l'ordre de Facebook et de leur croissance. C'était quand même assez linéaire la croissance moyenne, avec juste quelques pics par-ci par-là. D'événements qui vendent très vite. C'est le principal problème, c'est la vélocité des achats. Donc là, on a dû créer des systèmes de queuing, de waiting room, pour faire attendre les gens, parce qu'on ne pouvait pas gérer la capacité. C'est comme ça qu'on a résolu ce problème-là, en isolant un peu le système transactionnel pour qu'il ne soit pas soumis à trop de contraintes en fin de compte. Après, bon, ça demande beaucoup de connaissances dans différents domaines. Et là, il faut s'informer, il faut comprendre bien toutes les pièces de l'infrastructure, surtout les bases de données. Je pense il y a tellement de configurations possibles pour une base. Quand on arrive à des limites, surtout de hardware, c'est là où il faut savoir quand est-ce qu'on passe à plus de mémoire, plus de CPU, etc. Je pense que c'est bien d'anticiper, donc quand on voyait que la charge était un peu trop haute en moyenne, on rajoutait un serveur, être très prudent, je pense, dans la scalabilité. C'est ce qu'on a fait au début pour ne pas cramer trop de cache et pour ne pas passer trop de temps à faire du heavy testing sur l'infrastructure qui finalement peut être une perte de temps. Et peut-être dépenser un petit peu plus qu'on aurait dû, mais au moins avoir la tranquillité de l'esprit, de savoir que ça pourrait tenir encore un petit peu de temps.
Alors justement, tu parles de brûler du cash. J'imagine qu'au début, et même encore aujourd'hui, la majorité des utilisateurs n'utilisent pas la partie paiement. Donc ils utilisent la solution, la plateforme de manière gratuite. À quel moment vous avez commencé à avoir du chiffre d'affaires significatif et comment vous avez géré justement toute cette partie en amont pour récupérer du financement et faire grandir l'équipe? Au début, le produit était complètement gratuit, même pour les événements payants. Il fallait juste payer les frais de PayPal. En 2007, je crois, c'est quand on a fait notre version payante. Là, on a décidé, on va prendre une commission sur les billets vendus. Ça s'aligne avec l'intérêt de l'organisateur, puisqu'on prend une commission que si eux réussissent à vendre. Et bon, la transition de gratuit à payant a été un peu... On l'a fait assez vite, en fait. On avait peur un peu de perdre une grosse partie de notre clientèle, mais en fait, ils sont restés. Donc, on a perdu très très peu. Je pense que ça venait du fait qu'il n'y avait pas de compétition. Donc, on a eu l'avantage d'être seul sur le marché, et c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé à commencer à générer du chiffre, parce qu'on avait déjà quand même pas mal d'utilisateurs. Donc on a facilement généré un peu de chiffre une fois qu'on a passé, je pense que c'était 2,5% de commission sur les billets vendus. Ce qui nous a permis de faire un business plan, de commencer à aller voir les VC, de lever un petit tour d'1,5 million, je crois, le premier tour. Jusqu'à 2008 où là on voulait lever notre série A. Malheureusement, il y a eu la crise financière qui a chamboulé un peu nos plans. Les VC n'investissaient plus. Voilà, ils ont décidé que vu qu'il y a la crise, on va arrêter d'investir. On a été voir plein de VC à l'époque et ils ont tous dit non, je pense qu'on a eu 80, un truc comme ça. Donc on a décidé de lever un tour de bridge avec Friends and Family. Ça tombait bien que mon cofondateur avait beaucoup de bonnes relations avec... il avait investi dans PayPal très tôt, donc il avait un peu la PayPal Mafia qui nous a supportés pendant ce moment-là. Donc on a levé 1 million, je crois, qui nous a tenus jusqu'à fin 2009, quand là on a fait notre vraie série A. Ce qui a joué en notre faveur, je pense, c'est que finalement pendant la crise, on n'a pas trop souffert au niveau business. Il y avait toujours des événements qui se créaient, puis comme il n'y avait encore pas beaucoup d'autres solutions, on a bénéficié de l'engouement pour l'événementiel qui s'est développé pas mal ces dernières années. Et on a réussi à montrer, quand on est revenu les voir 1 an après, qu'on avait réussi à atteindre nos objectifs, qu'on avait livré, qu'on avait une meilleure équipe, qu'on avait réussi à renforcer notre team assez bien un peu partout. Donc ils avaient un peu plus confiance dans notre capacité d'exécution, ce qui a fait qu'on a pu lever avec Sequoia 6,5 millions en novembre 2009. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Donc on est 10 ans plus tard. Est-ce qu'il y a eu une accélération fulgurante? Et de point de vue technique, comment toi, ton équipe a augmenté et quels ont été les challenges avec l'augmentation d'une équipe que toi, en tant que CTO, tu as dû gérer? Question. Notre croissance n'a jamais été exponentielle. On était toujours assez linéaire, dans 100% year on year, des chiffres comme ça. Organiser un événement, ça prend du temps. On ne décide pas de changer de plateforme comme ça. Donc il y a, dans le modèle inhérent, il y a une latence assez forte en fait, qui a fait que même si on devenait de plus en plus connu dans le monde de l'événementiel, ça a pris quand même un peu de temps de convaincre les gens, de les onboarder, de faire ce qu'il faut pour qu'ils nous utilisent régulièrement après ça. Le cash a permis de recruter des équipes surtout marketing, sales. On n'avait pas d'équipe sales jusqu'à 2009. Donc aller trouver des gros clients, les convaincre, ça se fait pas en self-service. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut aller leur parler, il faut comprendre leurs besoins, il faut rajouter des choses dans la roadmap pour qu'ils soient contents. Donc il y a quand même eu pas mal de recrutement à ce niveau-là. L'équipe tech, il fallait la grossir aussi. On est passé à AWS, on est passé à Django. Donc il y avait quand même des grosses migrations à faire avec pas mal de risques finalement. L'internationalisation, on a dû la faire aussi. Le produit qu'on avait au départ n'était pas du tout internationalisable. Donc j'ai passé 6 mois à extraire toutes les chaînes de caractères, à rajouter toute la localisation, à trouver comment on automatise la chaîne des traductions. Tout ça prend du temps, de l'énergie, des équipes. Le plus dur, je pense, quand
scale des équipes tech, c'est de savoir qui embaucher à quel moment. Donc au début, on avait beaucoup de généralistes qui pouvaient faire un peu tout, qui étaient web, front-end, back-end, database, etc., qui faisaient tout assez bien, pas très bien, et ça suffisait pour construire un produit rapidement avec beaucoup d'autonomie de chacun, de finir son truc tout seul. Mais petit à petit, on a vu que si on grossissait l'équipe, il y avait des choses quand même qu'on n'avait pas fait qui étaient importantes, comme écrire des tests. On avait 0 test, je pense, en 2009. Des pratiques qui aujourd'hui sont assez acceptées, mais qui à l'époque pour le web étaient quand même assez nouvelles. Il n'y avait pas beaucoup de CI/CD, frameworks, il n'y avait pas tout ça. Donc là, on a commencé à embaucher des gens qui étaient un peu plus experts dans certains domaines pour nous aider à structurer toutes ces parties du process qu'on n'avait pas. Et pour faire une grosse partie du travail, pour nous mettre à niveau. Donc ça aussi, ça a demandé pas mal de recrutement spécialisé. Donc on est passé de que des généralistes, un peu de généralistes et beaucoup de spécialistes. Je pense qu'on voit ça dans pas mal de startups. Plus ça devient compliqué, plus il faut des gens pointus sur certains domaines pour arriver à passer le cap. Après, il y a l'organisation des équipes, c'est toujours compliqué, parce qu'on les organise en fonction de leur zone de responsabilité, le front-end, back-end, mobile. On a tout essayé de toute manière, feature teams. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? Donc aujourd'hui, on est en feature teams qui ont tout ce qu'il faut pour être successful, le PM, back-end, front-end s'il y a besoin, mobile s'il y a besoin, avec des zones de responsabilité assez définies pour qu'ils aient un périmètre d'action assez limité finalement, mais qui soient des experts sur certains sujets plutôt produits. Je sais pas, ça répond bien à ma question. Et derrière, d'un point de vue management, comment toi tu as pu monter en compétences et commencer à manager des équipes de plus en plus grandes? Qu'est-ce qui t'a permis justement de continuer à grandir avec l'équipe? En fait, je passais pas mal de temps à Paris déjà à l'époque. Donc on a décidé d'embaucher un VP of Engineering assez tôt pour faire le management. Moi, je l'aurais fait, mais c'était pas non plus. Je sentais pas que c'était la chose qui m'excitait le plus dans le projet. Je préfère construire des choses et il y avait tellement d'enjeux technologiques que j'ai décidé de passer mon temps à résoudre ces problèmes technologiques et à animer la roadmap des choix technologiques qu'on allait faire, plutôt que de faire du recrutement et de faire de la gestion d'équipe. Donc on a eu plusieurs VP of Engineering au fur et à mesure des années. Là aussi, parce que les problèmes à 50 personnes ne sont pas les mêmes à 150, à 300. Donc on a dû monter en compétences avec des gens différents au fur et à mesure des années. Mon rôle aussi a évolué chaque année, je pense que j'ai pris un rôle différent. J'ai essayé de toujours trouver là où je pouvais avoir le plus de valeur pour le business. Donc quand on s'est posé la question comment est-ce qu'on fait pour être international par exemple, je savais que ça serait très important pour notre futur. Si on restait aux US, à un moment forcément la croissance serait limitée. Donc j'ai pris ça en charge, j'ai construit la roadmap, construit l'équipe, construit tout ce qu'il fallait pour qu'on soit internationalisable. Ça a pris quand même 1 an et demi, depuis le moment où on a dit let's go international, et puis au moment où on a pu lancer en Angleterre, qui n'est pas très différent des US, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont différentes. Les taxes, le langage est tout petit peu suffisamment différent pour que il faut faire des traductions. Donc voilà, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à trouver à chaque fois des trucs assez gros et difficiles à résoudre sur lesquels me pencher. Alors tu as mentionné tout à l'heure que tu étais entre Paris et San Francisco. Sans forcément rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gérais justement des équipes en remote? Est-ce que tu étais toutes les 2 semaines dans l'avion ou tu avais une façon un peu différente de travailler? Non, je pense qu'on a travaillé assez bien en remote, assez vite. Bon, la plupart des équipes étaient à San Francisco jusqu'à 2011. On a ouvert notre premier bureau à Londres en 2011. Donc pendant 5 ans, tout le monde était à SF dans le même endroit. Moi, je pense que j'étais très très efficace parce que toute la journée, je pouvais faire du code et faire des choses qui étaient pour le bénéfice, quand j'étais à Paris en tout cas. Je faisais des allers-retours peut-être tous les 2 mois, juste pour avoir ce contact humain avec toutes les équipes, construire les relations, etc. Mais j'ai toujours trouvé ce modèle de fonctionnement où tu travailles toute la journée sans distraction et après tu as 2-3 heures de call avec tout le monde pour s'aligner. C'était assez efficace, surtout au début quand on n'était que 3 en fait, parce que
moi je codais pendant ma journée, eux faisaient le QA et la définition produit pendant leur journée, et puis on avait un peu ce cycle constant de feedback qui était assez efficace pour nos débuts en tout cas. Alors, quelques années plus tard, c'est l'introduction en bourse, 2017. Beaucoup d'années, non, 2018. 2018. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé les mois qui ont précédé l'introduction en bourse et qu'est-ce que ça a changé depuis que l'entreprise est maintenant en bourse? Donc, entre 2009 et 2013, on a levé 200 millions. Chaque année, à peu près, on a des 20 millions, 50 millions, 60 millions, 60 millions. Non, ça fait trop. Mais... On a fait un tour de secondaire aussi. En 2013, on a dit on va arrêter de lever de l'argent pour l'instant, pour essayer de trouver de la profitabilité, pour être plus efficace comme modèle de business, pour avoir la perspective de rentrer en bourse à un moment. On a décidé en fin 2016, je crois, de racheter un gros compétiteur aux US, Ticketfly, pour 200 millions. Parce qu'on sentait qu'on avait besoin que notre revenu soit un peu plus élevé pour avoir une introduction en bourse qui soit au niveau des attentes des investisseurs en 2013. Donc, il y avait une certaine valorisation, 1 milliard en 2013, qu'on devait surpasser si on voulait avoir une IPO à succès. Donc, on s'est dit que ça pouvait passer par une acquisition et c'est ce qu'on a fait. Donc là, 1 an et demi avant, on s'est préparé, il y a beaucoup de choses à faire pour une IPO. Tout ce qui est compliance, accès aux données, on ne peut plus être transparent comme on était avant en interne. Il faut que tout soit protégé de l'accès pour qu'il n'y ait pas de... comment on appelle ça? Il y a beaucoup de règles qu'impose la SEC pour toutes les boîtes qui sont publiques. Je dirais qu'on a passé beaucoup de temps dans les 2 années avant à faire des projets tech pour être capable d'avoir une IPO. En plus de faire l'intégration de cette boîte qui avait quand même 200 personnes qui nous ont rejoints du jour au lendemain dans nos bureaux à San Francisco, de gérer la conversion de leur plateforme vers la nôtre, qui n'est pas finie encore. 9 mois plus tard que l'IPO et on n'a pas encore terminé. Donc tout ça, ça fait pas mal de chantiers qui étaient nécessaires pour réussir l'introduction. Donc on a dû relever du capital pour acheter cette boîte. Après l'IPO, bon, c'est assez bien passé jusqu'à présent. Un peu difficile dernièrement, mais on va redresser la barre. Ça impose une rigueur totalement différente. Tous les 3 mois, on a un call avec les analystes qui décident si ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Donc le prix varie beaucoup en fonction de ça. Donc il y a beaucoup de storytelling, je pense, qu'on sous-estime avant qu'on fasse une IPO. Et puis le management des investisseurs qui est un travail constant que je ne fais pas, bien heureusement. Mais dans lequel tu es impliqué sur la partie roadmap technique? Aujourd'hui, mon rôle est un peu différent. Donc, je suis rentré à Paris au 1er janvier de cette année à temps plein. Je travaille sur des projets d'incubation, un peu comme vous, d'accélérateurs internes, pour explorer comment on diversifie notre business. Aujourd'hui, on est toujours très dépendant du ticketing fees qu'on charge. Le même modèle qu'on a lancé en 2007, de prendre une commission sur tous les billets payants. C'est toujours le même modèle aujourd'hui. Donc les événements gratuits sont gratuits, les événements payants sont payants. On en a beaucoup, on a fait 3 600 000 événements l'année dernière sur la plateforme. Mais le modèle de financement reste le même, avec un take rate qui est de 5 à 7% selon le prix des billets. Donc on essaie de diversifier ça pour le futur, pour aussi apporter plus de valeur à nos utilisateurs. On fait très bien la partie billetterie, mais qu'est-ce qu'on peut faire très bien aussi pour eux? On a les clients, ils sont chez nous, ils nous utilisent régulièrement, donc qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme valeur supplémentaire en créant des produits complémentaires. Donc ça, c'est mon rôle aujourd'hui. Et justement, quels sont les technos ou les secteurs qui t'excitent le plus en ce moment sur ta casquette Eventbrite Lab Accélération? Je pense qu'on a le plus de données que n'importe qui a sur l'événementiel dans le monde. Donc comment est-ce qu'on peut analyser ces données et, au lieu de fournir de la donnée brute, de fournir des insights à nos utilisateurs qui peuvent les aider à être plus performants dans leur business. Je pense que ça, on a une mine d'or
qu'on a sous-exploité jusqu'à présent. Et donc là, on se penche à comment est-ce qu'on génère plus d'intelligence dans le produit pour les aider à faire le choix qu'ils font d'une manière peut-être instinctive ou par expérience. Par exemple, quel jour ils devraient organiser leur événement, quel endroit, combien est-ce qu'ils devraient charger, est-ce qu'il doit y avoir des billets, quand est-ce qu'ils devraient changer le prix des billets. Toutes ces questions-là, c'est totalement arbitraire, je dirais, aujourd'hui, et pas basé sur de la donnée alors qu'on l'a la donnée. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Je pense qu'on peut faire plein de choses. Après, il y a les segments de l'événementiel qui sont totalement manuels encore aujourd'hui. Comment optimiser leur budget marketing? Question difficile, ils essaient des trucs à droite, à gauche, ils font leurs propres learnings. Mais ce qu'on ne peut pas agréger, c'est 800 000 utilisateurs qu'on a pour avoir encore une fois de l'intelligence et mieux pouvoir allouer leur budget que eux le feraient par eux-mêmes. Et automatiser aussi le processus. On regarde aussi comment est-ce qu'on peut leur apporter plus de revenus. Il y a d'autres manières, le sponsorship, c'est par exemple quelque chose d'intéressant qu'on est en train de regarder en ce moment. Donc voilà, diversifier, mais rapporter encore plus de valeur pour que notre solution ait le maximum de rétention possible et qu'on se différencie aussi des 3000 compétiteurs qu'on a à travers le monde sur la billetterie. Parce que on a inspiré quand même beaucoup de gens qui ont créé des boîtes souvent assez niches, soit dans une géographie, soit dans un vertical. Personne n'est à notre taille, mais dans chaque pays, il y a quand même beaucoup de choix. Donc comment est-ce qu'on se différencie par rapport à ce qui devient une fonction utilitaire en fin de compte? Pour notre futur, je pense que c'est très important comme question. On arrive à la fin de cet entretien, en tout cas la partie filmée. J'ai une dernière question un peu plus personnelle pour toi. Je sais que tu es business angel dans certaines entreprises. Donc au-delà de ta casquette Eventbrite, quels sont les startups ou les technos, les secteurs qui t'excitent le plus, qui te donnent envie d'investir? Et qu'est-ce que tu recherches, une question supplémentaire, dans un fondateur ou dans une startup dans laquelle tu investis? Alors j'aime bien les produits qui sont très techno, on va dire, qui utilisent la technologie pour offrir un nouveau produit qui n'existait pas avant. Les Algolia, par exemple, qui est un moteur de recherche totalement différent de ce qui existe sur le marché, qui sont une vraie option. Il n'y en a pas énormément dans les moteurs de recherche. Ce genre de boîte qui a une technologie différenciée et qui permet de résoudre des problèmes concrets que beaucoup de boîtes ont. Ça, c'est un des secteurs dans lequel j'ai investi. Ce qu'on peut faire avec l'IA, je pense qu'il y a aussi, là, ça commence juste. Après, l'IA appliquée, je pense, c'est plus intéressant parce que ça résout des vrais problèmes. L'IA théorique, plus difficile. Tu vas vendre des briques technologiques et tu vas faire la compétition avec AWS, donc ça va être plus dur. C'est pour ça que résoudre des problèmes métiers avec une partie d'IA et d'autres connaissances métiers qui viennent se rajouter pour créer un produit qui résout des problèmes concrets, ça aussi ça m'intéresse beaucoup. Après il y a quelques plateformes de marketplace il y en a une dans la photo dans laquelle j'ai investi récemment qui a levé beaucoup d'argent, Miro, je ne sais pas si vous connaissez. Ça aussi ça me plaît parce que je sens qu'il y a la possibilité de créer un leader mondial dans ce domaine-là en capitalisant sur leur avance dans le marché. Quelques-uns ont essayé avant, mais ont réussi à craquer le modèle économique qui fait qu'il y a beaucoup de potentiel un peu partout dans le monde et ils ont réussi à vendre leur solution un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas facile pour les boîtes françaises. Après, il y a toute la partie développement, donc j'ai fait pas mal d'investissements en DevOps, des outils qui permettent de coder plus facilement, de coder in the cloud, de détecter les failles de sécurité, pas mal d'investissements autour de comment est-ce qu'on devient meilleur en tant que développeur grâce à la techno. Parce que là, il y a encore beaucoup à faire, on passe beaucoup trop de temps à coder, et pas assez de temps à concevoir les produits en fin de compte. Et je pense qu'il y a beaucoup d'automatisation qui va venir de ce côté-là. Super. Merci beaucoup Renaud. C'était un échange passionnant. Je vais maintenant éteindre la caméra et laisser la parole aux étudiants pour les questions.